Bienvenue à vous tous. La pandémie de coronavirus engendre des défis sans précédent, provoque des souffrances humaines, des incertitudes et des perturbations économiques majeures à l'échelle mondiale, susceptibles de favoriser des environnements propices à la corruption. Les risques sont considérables en Afrique, mais ces risques sont-ils aussi insurmontables? Pour en parler, un invité, Fabrice Ebé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG ANCE Togo, c'est-à-dire l'Alliance nationale pour le consommateur et l'environnement. Vous êtes également le représentant de Transparency International au Togo. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, des sommes importantes ont été mobilisées de par le monde. Mais dans certains pays, cet argent n'est pas arrivé à destination. Quels autres cas vous ont été rapportés? Bon, disons que je voudrais remercier TV New World pour l'initiative de cette belle émission pour sensibiliser les gouvernants africains sur la nécessité de mettre en place les systèmes de prévention de lutte contre la corruption en temps de pandémie comme celle de la Covid-19. Vous savez, avant même de vous parler de quelques cas de corruption dans la pandémie de Covid-19, il faut remonter à Ebola. Il faut remonter d'abord à la crise d'Ebola. Parce qu'il y a eu plusieurs rapports qui ont été produits, notamment par la Croix-Rouge internationale, sur la gestion, n'est-ce pas, calamiteuse des fonds attribués à la lutte contre Ebola en Sierra Leone et puis au Libéria. Et vous savez que le rapport a fait état d'environ 6 millions de fonds qui avaient été détournés. 6 millions de francs CFA 6 millions de dollars américains détournés en 2 ans. Et c'est-à-dire que les doubles emplois, les contrats fictifs d'employés qui n'ont jamais été recrutés, payés, les prestations de services, on n'a jamais retrouvé les traces. Donc, comme on le dit souvent, les temps de crise, les temps de malheur sont aussi des temps de bonheur pour certains. Donc, ce que nous appelons les États, c'est que chaque État doit être vigilant et mettre en place des systèmes pour que les fonds mobilisés ne servent pas à alimenter les réseaux criminels en Afrique. Est-ce que ces mêmes cas ont été reproduits en cette crise de coronavirus en Afrique? Oui, si vous lisez un peu ce qui se passe en Afrique du Sud, on a vu des manifestations liées au fait que les équipements qui n'ont pas été livrés, nous avons vu en RDC le ministre de la Santé qui pense avoir laissé plus de 10 millions de dollars, mais à la réception, environ 1,3 ont été reçus. Nous avons aussi les cas, quelques cas de corruption qui ont été révélés en Ouganda, avec au Danemark l'ambassadrice et son adjointe qui faisaient des plans pour pouvoir détourner les fonds. Donc ce n'est pas des secrets, parce que de toute façon, les temps de crise ont réduit les procédures. Et le fait que c'est une période d'exception, les gouvernements agissent par ordonnance, les procédures de passation de marché sont réduites, parce qu'on ne peut pas, par exemple, prendre 45 jours pour commander, parce qu'il y a urgence, on sera obligé de mettre en place des systèmes d'exception pour la passation des marchés. Monsieur B, est-ce que ça veut dire que la réponse à la pandémie de coronavirus est susceptible d'accroître les risques liés à la corruption? Non, généralement, vous savez, plus il y a des mesures d'exception, plus le risque de corruption est très grand. Si vous lisez la Convention cadre des Nations Unies contre la corruption, ou bien la Convention de l'Union africaine, c'est prévu. C'est-à-dire que lorsqu'il y a crise, on est obligé de simplifier les procédures. On est obligé, si peut-être c'est 10 personnes qui doivent viser, on ne peut pas passer par la procédure pour que 10 personnes visent avant d'avoir des produits pour traiter des gens. Donc, on rentre dans une période d'exception. Et donc, cette réduction, simplification des procédures, par exemple, en matière de commande publique, si par exemple, il faut lancer des procédures d'appel d'offres qui vont prendre 45 jours, les réviser, ensuite les approuver par les autorités contractantes, passer à la phase de signature, ce qui peut prendre par exemple 2 mois. On veut sauver des vies humaines. On est obligé de réduire une procédure qui devait coûter 45 jours. On la réduirait peut-être à 10 jours ou à 15 jours, voire 5 jours. Donc, cette réduction des procédures en elle-même
engendrerait des risques de corruption si des mesures préventives n'avaient pas été prises. Ce n'est pas automatique, mais c'est qu'il faut des mesures préventives préalables avant la réduction de ces procédures-là. L'industrie médicale fait des efforts urgents pour trouver un vaccin surtout. Est-ce que ce secteur est à l'abri de la corruption? Bon, on ne peut pas dire que le secteur pharmaceutique est à l'abri de la corruption, mais je ne sais pas pourquoi vous visez plus le secteur pharmaceutique. Je pense que la corruption commence au niveau des agents publics en charge de la lutte contre la pandémie. Parce que ce sont ces agents publics qui vont faire des commandes auprès des sociétés, par exemple basées en Chine, pour avoir les équipements. Ce qui se passe souvent, avec le temps, avant que je réponde à votre question, si une procédure prévoit, par exemple, de consulter plusieurs sociétés avant d'avoir les médicaments, en temps de crise, on ne peut pas avoir le temps, par exemple, de consulter plusieurs procédures, plusieurs sociétés pour sélectionner. Peut-être si on sait qu'il y a une société qui est basée en Chine, qu'est-ce qu'on fait rapidement? On sélectionne la société basée en Chine, on lui dit de nous livrer telle tonne ou telle quantité de produits, avec les risques que l'entreprise qui va livrer puisse surfacturer, parce qu'on est en temps de crise et qu'il n'y a pas une procédure compétitive, ou que les agents qui commandent s'entendent pour gonfler les prix, pour qu'à la réception, on ait donc des produits avec des coûts surfacturés aux dépens des États et des citoyens africains. Donc, il y a d'abord un risque de corruption au niveau même des agents publics en charge de faire des commandes des médicaments, des équipements de protection. Et les équipements de protection. Ensuite, là, vous parliez de la firme pharmaceutique. Vous savez, la firme pharmaceutique, c'est des business. La firme pharmaceutique, c'est fait par qui? C'est des hommes qui ont mis les moyens, qui recherchent le profit. La firme pharmaceutique, son but premier, c'est de faire des profits. Parce que c'est des particuliers, c'est des groupes d'investisseurs qui ont mis l'argent pour avoir les moyens. Et donc, en temps de crise, elles vont profiter également, non seulement pour gonfler les prix de leurs médicaments, les spéculations. C'est pour ça que nous avions, au niveau de Transparency International, développé les outils pour guider les États. On pourrait peut-être en parler. Mais aussi, c'est les challenges, les défis liés même à la recherche des médicaments. Vous savez qu'il y a des compétitions entre États. Si vous suivez bien... Donc les corrupteurs, si je peux me permettre de les appeler comme ça, peuvent intervenir dans ce circuit-là. Oui, les corrupteurs peuvent intervenir aussi pour trouver des médicaments rapidement. Vous savez, heureusement que nous avons l'OMS qui réglemente. Soit pour trouver des médicaments qui ne sont pas de qualité supérieure, puisque la plupart des États n'ont pas les moyens pour vérifier. Soit c'est pour ralentir un voisin qui veut trouver les produits et qu'on pense que s'il lui trouve ce produit-là, c'est à notre désavantage. Donc, on veut ralentir. Donc, si vous suivez bien les cas d'espionnage aujourd'hui, donc il y a beaucoup de pays qui se sont espionnés, qui espionnent les unités de recherche pour voir qu'est-ce que l'autre fait. En ce temps de crise? Oui. Si vous lisez bien les informations entre les États-Unis, la Chine, etc., beaucoup de pays, c'est le développement de l'espionnage. Donc, on veut voir ce que l'autre fait, on sabote ce que l'autre fait, et maintenant on se positionne. Ça fait que cela risque de ralentir les processus même de trouver une invention, d'inventer le vaccin, à cause des espionnages, de contre-espionnage entre les États. Donc, c'est aussi des actes de corruption. C'est pour cela que l'OMS a développé directement, actuellement, des directives pour ceux-là qui veulent fabriquer les produits, même les produits de pharmacopée issus de la pharmacopée africaine. On a développé les directives pour que chaque État ne se lève pas pour dire que j'ai trouvé. Il faut suivre un minimum de protocoles, il faut des contre-expertises avant de confirmer ou d'infirmer un processus d'invention. Donc je pense que les temps de crise ont toujours été, depuis l'histoire, des temps de haute corruption. Monsieur B, tout niveau de corruption est inacceptable et tout type de corruption est inacceptable. Cependant, la corruption liée aux équipements de protection est pour moi, en fait, un meurtre. Vous savez qui le dit?
le directeur général de l'OMS pour l'Afrique. Qualifié de meurtre, cette corruption-là, est-ce que le mot est adapté? Oui, je pense que le mot est adapté parce que vous savez, les gens meurent. Les produits, les équipements ont pour but de venir au secours des gens, de sauver des vies humaines. Les gens sont dans les hôpitaux. On manque de médicaments. On manque de produits pour faire la réanimation. Si on les a et qu'on les détourne, ou bien que les fonds destinés à sauver ces vies humaines sont détournés, c'est plus qu'un assassin. Et si vous lisez l'article 9, madame, et vous ramenez un peu dans la Convention cadre des Nations Unies contre la corruption. Si vous revenez à l'article 9, tout a été prévu. L'article 9, alinéa 2. Vous l'avez sous vos yeux? Oui. On demande aux États qu'il faut adopter des budgets rigoureux. En temps de crise, il faut un budget rigoureux que les États, que chaque partie prenante adopte. Il faut communiquer sur les dépenses, les recettes. Il faut mettre en place des systèmes de transparence et d'intégrité, des systèmes de double contrôle, les audits, pour s'assurer que les équipements, les produits qu'on reçoit ne sont pas de mauvaise qualité. Il faut mettre en place des systèmes de gestion efficaces et de contrôle interne. Donc ça veut dire que quoi? Lorsque nous avons les comités de riposte, les décisions d'acquérir un équipement doivent faire l'objet d'un contrôle à double degré. Ça veut dire qu'ils ont décidé, quelqu'un doit faire contre-expertise quelque part pour voir si c'est vrai. Maintenant, là où on veut les acheter, c'est où? Si c'est en Chine, il faut voir. Pourquoi vous appelez toujours la Chine? Oui, puisque c'est la Chine qui le producteur. Qui produit et qui distribue ça. C'est le laboratoire du monde. Voilà. La plupart, même en Europe, la France, tout le monde acquiert les équipements là-bas. Donc, il va falloir vérifier si c'est des sociétés qui existent. Parce que dans certains pays, on a vu que des commandes ont été faites au nom de certaines sociétés qui n'ont pas existé. Donc, il va falloir que quelqu'un fasse la contre-expertise, vérifie si ces sociétés-là... Malgré l'urgence... Oui, ça prend combien de fois? Une journée avec un checklist sur Internet, on peut voir si la société existe, on peut appeler rapidement le même jour pour voir si elle existe. Voilà, et qu'elle est, si elle est effectivement dans le domaine de fabrication de ces équipements, ça, c'est juste des choses. On peut faire une checklist rapidement sur Internet, on peut appeler, on peut appeler une autorité correspondante en Chine ou bien en Europe quelque part pour voir si la société existe avant de décider. Et il faut mettre en place des systèmes de compétition. Il faut éviter d'acquérir les équipements auprès d'une seule société. Il faut recenser les sociétés. Par exemple, si c'est les masques, voir quelles sont les sociétés qui fournissent. Au moins 4, demander les proformas et faire rapidement une consultation restreinte pour sélectionner la meilleure offre, pour s'assurer qu'on ne met pas d'argent indûment à une société. Ça veut dire que... Peut-être promouvoir la fabrication des masques sur son territoire, en interne. C'est possible, comme on le fait déjà au niveau du Togo. Il faut promouvoir la production des masques à l'interne. Ça aussi, Monsieur B, est-ce que nos gouvernements disposent toujours des outils pour faire respecter leurs obligations en matière de lutte contre la corruption en ces temps de crise? Disons que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut souvent profiter de cette crise-là pour développer des mesures anticorruption en temps de crise. Vous savez, la Convention cadre des Nations Unies contre la corruption a demandé à l'article 5 aux États d'adopter des lois, incluant des lois anticorruption en temps de crise. Ça veut dire que nous devons avoir des lois, et dans ces lois-là, en temps de crise, qu'est-ce qu'on doit faire? Des lois qui prévoient déjà qu'en temps de crise, voici les processus qui doivent être en place. Il ne faut pas attendre la crise avant de mettre se en place mobiliser. Des plans anticorruption, incluant en temps de crise. Ça veut dire que dans ces plans-là, on a déjà prévu, en cas de guerre, en cas de pandémie, en cas de catastrophe naturelle, voici des mesures anticorruption qu'il faut prévoir. Donc nous avons vu que dans la plupart des pays, c'est pas seulement en Afrique, même les pays européens ont été surpris par cette crise. Il n'y avait rien en place. Donc, c'est l'occasion. L'Allemagne, par exemple, qui a commandé des masques qui ne sont jamais venus. Voilà. Qui ont été détournés à l'aéroport de Nairobi au Kenya. C'est ça. De même que, même aux États-Unis, ils ont eu beaucoup de la peine pour avoir les masques.
Qui ont triplé les prix. Voilà, vu la masse, le volume de la population. Donc, au Nigeria, à côté, on a vu les problèmes de corruption qui ont été relevés par rapport à ça. Il y a eu aussi beaucoup de remous au niveau du Nigeria, les équipements qui ne sont jamais arrivés, les coûts qui ont été multipliés par 10. Donc, parce qu'il n'y a pas une procédure de sélection, on s'adresse seulement à une seule compagnie avec laquelle on s'entend et on reçoit ces équipements à 10 fois plus cher. Donc, ça veut dire que la crise, aujourd'hui, chaque État doit tirer les conséquences de la crise. Nous allons revenir dans la deuxième partie de cette émission après le journal.